Merci beaucoup pour vos mots, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les ministres, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs, chers étudiants, chers professeurs, très heureux d'avoir la chance d'être là et veuillez excuser l'absence de cravate. J'étais comme ça avec votre Président il y a quelques instants et donc c'est dans la continuité de ce moment amical que je me trouve devant vous. Alors, je crois que l'objectif est surtout qu'on ait un échange, mais je voulais vous dire quelques mots de ce pourquoi nous sommes dans votre pays, ce pourquoi, avant de quitter la Chine, je tenais à avoir cet échange avec les étudiantes et les étudiants que vous êtes. Il y a beaucoup de choses dans le monde tel qu'il est aujourd'hui en train de se dessiner qui pourraient éloigner la Chine et la France. Il y a d'ailleurs beaucoup de récits qui aujourd'hui se jouent, qui voudraient éloigner ce que les uns appellent l'Occident et le reste du monde, un Sud global et des pays du Nord, etc. Je ne crois pas du tout, pour ma part, à cette vision. Je crois que votre président n'y croit pas non plus. Et je pense que précisément dans le moment que nous vivons, la Chine et la France ont beaucoup à se dire, à apprendre l'une de l'autre et à faire ensemble. Pourquoi ? Parce que nous vivons sans doute un moment, et c'est vos générations qui vont l'affronter, d'extrême complexité et de transformation comme on en a peu vécu. D'abord, on a des déstabilisations géopolitiques et un niveau de tension très fort. Vous le voyez, et vous entendez parler sans doute chaque jour de la guerre lancée par la Russie en Ukraine, qui touche directement l'Europe. On voit les tensions dans la région, qui sont aussi fortes. On voit la rivalité qui existe entre les États-Unis et la Chine, qui va quand même structurer beaucoup de choses. Et tout ça pourrait, en quelque sorte, séparer les continents. À côté de ça, on a une transformation numérique, technologique, avec l'intelligence artificielle et tout ce qui s'ensuit, qui est unique, peut-être qu'on y reviendra à travers vos questions, et qui est une transformation de absolument toutes nos économies, mais aussi de notre manière d'être au monde, de penser le monde. Et elle est structurée, elle aussi, par une très grande rivalité géopolitique. Parce que ceux qui prendront l'ascendant sur cette révolution technologique dessineront beaucoup du monde de demain. On a ensuite une crise climatique qui est déjà là, on en voit les conséquences, mais qu'on parle de biodiversité ou de climat, on a une transition très profonde de nos usages, de nos vies, de nos paysages qui est à l'œuvre. Et puis on a une transition démographique qui touche d'ailleurs nos deux pays. Et c'est pour ça que ceux qui opposent le Sud au Nord se trompent souvent, parce que la Chine comme l'Europe a devant elle une transition démographique qui est une des grandes révolutions qu'on aura à voir. Pour régler tous ces sujets, on a besoin de coopération, on a besoin de se comprendre, de se connaître, de penser, de réfléchir ensemble pour apporter des solutions qui seront les plus concrètes. Or, on est à un moment de fracture inédit. Et donc, alors même que pour faire la paix, pour bâtir la prospérité de demain, pour essayer de gagner les révolutions technologiques, climatiques, démographiques que j'évoquais, il faudrait plus de coopération, on est à un moment de rupture un peu de notre ordre international. Et le monde qu'on avait construit après la Deuxième Guerre mondiale, qui reposait sur ce qu'on appelle le multilatéralisme et donc de la coopération entre les puissances, il est en train de se fissurer, de se fracturer, pour pas dire qu'il est déjà en train de se refragmenter. C'est ça ce qui est à l'œuvre. Et ce que certains veulent installer à travers leur discours. Et c'est de passer au fond d'un monde multilatéral à un monde multipolaire, avec quelques puissances qui structurent le monde et des vassaux, si je puis dire, mais qui ne travaillent plus ensemble. Et je pense que ça, c'est une erreur fondamentale. Et donc, ce que nous portons, c'est de croire dans un multilatéralisme efficace. Et je crois que c'est ce que la Chine porte aussi, et c'est l'intérêt de la Chine et de la France de défendre ce multilatéralisme efficace pour relever les défis contemporains. Parce que tout ce qui nous séparera nous rendra beaucoup moins efficaces et ne nous permettra pas de régler ce que je suis en train de dire. C'est pourquoi
la Chine et la France ensemble croient très profondément dans la manière de redonner à ce multilatéralisme beaucoup plus de force. On en a parlé à l'instant même avec le président Xi Jinping. Essayer justement de redonner à cet ordre international un peu de sérénité, de stabilité, en le refaisant fonctionner. Il se trouve qu'on a une chose en commun entre la Chine et la France, nous sommes membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ça veut dire que nous sommes des puissances militaires dotées de l'arme nucléaire, des puissances diplomatiques qui avons un rôle un peu particulier. On est toujours autour de la table pour faire fonctionner cette organisation inédite qu'on a créée après la Deuxième Guerre mondiale, et on a un pouvoir de veto. Ce à quoi nous croyons et ce que nous voulons faire, c'est de remettre ces 5 membres permanents autour de la table pour essayer ensemble de traiter des quelques grands sujets. La paix, et donc de traiter des grands conflits en cours, les transformations, et en particulier l'intelligence artificielle. Nous, on croit que le bon cadre pour avoir la conversation internationale, pour que ça fonctionne, que ça ne se fragmente pas, ce sont les Nations Unies et les grandes questions climatiques et de biodiversité. Et d'ailleurs, ces dernières années, quand on a travaillé ensemble, Chine et Europe, on a fait avancer cet agenda. Il y a presque 10 ans, jour pour jour, s'il y a eu un accord à Paris sur le climat, c'est parce que la Chine, les États-Unis, l'Europe se sont mis d'accord et ont fait fonctionner un cadre onusien. S'il y a à peine 2 ans, on a réussi, après des décennies d'attente, à trouver un cadre international pour réguler la haute mer et protéger nos océans, c'est parce qu'en particulier, la Chine et la France ont décidé de travailler ensemble. Et on a fait avancer les Nations Unies. Et donc, rendre plus forte le cadre des Nations Unies, le droit international, réussir à travailler ensemble pour remettre tout le monde autour de la table, c'est, je crois, la vocation, la tradition diplomatique, la vocation et l'ambition de la Chine et de la France aujourd'hui. Et c'est très important pour les étudiants que vous êtes, si je puis me permettre de vous interpeller cet après-midi, ne cédez pas aux sirènes de la division. Il y a beaucoup de gens qui vont vous expliquer que l'Europe est vieille, que l'Europe ou que les pays les plus riches, ceux qu'on trouve au G7, sont arrogants, déjà riches, qu'il y a un Nord qui méprise un Sud global. Tout ça sont des récits, des inventions. On a fait progresser toute notre planète, de la Chine à la France, à chaque fois qu'on a su coopérer dans le respect réciproque, dans la considération. Moi, je ne crois pas à toutes ces théories. Nous partageons la même planète quand on parle de climat. On partage le même monde quand on parle de conflit. Et donc, c'est notre capacité, au-delà des frontières, des zones géographiques, à concevoir avec respect, esprit de responsabilité, le même agenda pour la paix, la prospérité et le climat, qui nous permet d'avancer. Ça, c'est la première chose dont on est sûr. La deuxième, c'est que il nous faut repenser, ouvrir une voie de rééquilibrage économique. On pourrait y revenir si vous avez des questions, ce n'est pas le cœur de notre débat aujourd'hui. Mais en vrai, on voit bien qu'il y a des déséquilibres qui sont en train de se jouer aujourd'hui. Beaucoup accusent la Chine toute seule, c'est faux. Mais si je devais résumer un peu l'état de la planète, on a des pays en voie de développement plutôt au sud qui sont en situation très difficile aujourd'hui, qui subissent les tensions géopolitiques, les déséquilibres. On a des États-Unis d'Amérique qui ont des déficits jumeaux, c'est-à-dire budgétaires et de commerce extérieur, qui à la fois les rendent dépendants du reste du monde, mais aussi rendent une partie du reste du monde dépendant du dollar, qui est l'élément de rééquilibrage de ces déficits. On a une Europe qui n'investit pas assez, et qui elle-même manque de compétitivité. Et on a une Chine qui a beaucoup investi, surtout après le Covid, et qui exporte massivement, mais qui ne consomme pas assez. Et tout ça est en train de créer des déséquilibres qui ne sont pas soutenables. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est avoir un agenda entre l'Europe et la Chine, là aussi, coopératif, pour essayer de redonner, de recréer un équilibre aux affaires économiques. L'Europe doit se réformer beaucoup plus vite, être plus compétitive, simplifier ses règles, être plus productive. La Chine doit consommer davantage. La Chine doit ouvrir davantage son marché aux biens et produits qui viennent d'Europe. Et l'Europe doit ouvrir de nouvelles perspectives d'investissement direct aux grandes entreprises chinoises qui sont aux avant-postes
sur le plan technologique pour qu'elles viennent faire ce qu'on a fait ici il y a 20-30 ans, du transfert de technologie sur ces éléments clés qui nous permettront de réussir notre transition énergétique, climatique, de mobilité encore plus vite. Et ensemble, on doit réussir à calmer les choses, parce qu'on voit bien, si on laisse tout dans la rivalité sino-américaine, le risque c'est j'interdis les exportations vers chez toi sur ceci et je te réponds en les interdisant sur cela. Et on va détruire de la valeur pour tout le monde. Cet agenda de rééquilibrage sino-européen, c'est, je crois, une voie pacifique, coopérative sur le plan économique, de la même manière que réinvestir les enceintes onusiennes et refaire fonctionner le P5 au niveau de l'ONU est la bonne voie sur le plan diplomatique et climatique. Pour réussir tout ça, et je m'arrêterai là parce que je veux surtout répondre à vos questions, nous devons continuer de mieux nous connaître. Et au fond, le grand risque, et je pense que c'est encore plus vrai pour vos générations, mais ça l'est déjà pour nous, c'est qu'à une ère où tout le monde est connecté, on a l'impression de se connaître. C'est faux et c'est très superficiel. La connaissance intime de ce que nous sommes, de nos cultures, de nos langues, de nos musiques, de nos arts, de nos civilisations, est indispensable. Elle est parfois pas suffisante pour se comprendre totalement et agir ensemble. Mais elle est nécessaire si on veut éviter, au fond, de s'ignorer progressivement, de ne pas se comprendre, de laisser les malentendus s'installer. Et je crois que très profondément, la Chine comme la France sont des très grandes civilisations qui se sont construites sur cette estime mutuelle, cette compréhension, oserais-je dire, cette amitié, voire cet amour. Et c'est pour ça qu'en étant là devant vous aujourd'hui, je voulais vous dire d'abord la très grande estime que nous avons pour votre université, Monsieur le Président. Il y a ici, dans la délégation qui m'accompagne, non seulement plusieurs ministres, mais également une trentaine d'établissements supérieurs d'enseignement en France, de recherche. Certains, vous les avez cités, ont des partenariats avec le vôtre. Nous avons aujourd'hui environ 30 000 étudiants chinois en France. Nous en voulons encore davantage. Venez en France étudier, apprendre la langue française, mais étudier l'intelligence artificielle, étudier les mathématiques, la physique, le quantique, étudier les beaux-arts, etc., etc. Et nous souhaitons avoir encore plus d'étudiants français en Chine. Et nous nous sommes donné avec le président Xi Jinping un objectif à 10 000 d'ici 3 ans, mais on veut encore aller plus loin. Parce que là aussi, c'est essentiel pour nous, pour mieux nous connaître et progresser. Et nous souhaitons continuer aussi les partenariats. On en a déjà beaucoup, ils sont importants, ils sont structurants. Mais toutes ces dernières années, on a intensifié la relation culturelle. De la cité interdite avec Versailles, entre nos musées. Là, nous allons, par exemple, pour le Sichuan, nous venons de signer un accord très, très important qui va permettre pour la première fois d'avoir les trésors du Sanxingdui au musée Guimet, avant le classement UNESCO, au moment du classement UNESCO, ce qui permettra d'avoir les trésors archéologiques du Sichuan qui seront exposés en France. Et on veut continuer d'avoir cette intimité. Parce que c'est par cette connaissance réciproque qu'on pourra continuer, au fond, de coopérer, d'agir ensemble, d'être ensemble au monde. Parce qu'aussi grande soit la Chine, je ne pense pas qu'elle réussira au XXIe siècle en étant autarcique, isolée, seule. Et aussi belle soit l'Europe, je ne pense pas qu'elle puisse réussir au XXIe siècle sans coopérer, comprendre d'autres civilisations et avancer avec elles. Et je crois très sincèrement que la Chine et la France ont cette responsabilité par les échanges humains, les échanges universitaires, culturels, et par cette ambition commune sur le plan économique et diplomatique que je viens à grands traits de brosser, eh bien, de faire coopérer les femmes et les hommes pour pouvoir bâtir un XXIe siècle qui nous permette de relever ces défis. Ce siècle, c'est le vôtre. Vous êtes des générations qui allez le bâtir, y vivre, l'habiter. Et ce siècle ne sera vivable que si nous savons, à l'échelle de la planète, nous connaître, avoir cette patience et bâtir ensemble
les solutions d'avenir. Je ne serai pas plus long, je veux maintenant répondre à vos questions. Merci, Monsieur le Président, pour son discours excellent. Nous passons maintenant à la partie de questions-réponses. Mes chers étudiants, veuillez lever la main pour faire signe. L'occasion est rare et précieuse, il faut bien la saisir. Bonjour Monsieur le Président, bienvenue à l'Université du Sichuan. Depuis que j'apprends le français, mes amis me demandent souvent de leur recommander un roman ou un auteur français. Il est difficile à choisir parce qu'il y a tant de chefs-d'œuvre remarquables. Monsieur le Président, si vous deviez conseiller aux étudiants chinois une œuvre qui peut permettre de mieux découvrir la culture et l'esprit de la nation française, laquelle choisiriez-vous et pour quelles raisons? Merci beaucoup. Merci. D'abord, merci pour votre français. Merci d'apprendre le français et d'être l'incarnation vivante de ce que j'évoquais à l'instant. Écoutez, si je choisissais un poète, même s'il est poète, romancier, dramaturge, je vous dirais sans doute Victor Hugo et je vous conseillerais de lire La Légende des siècles. Parce que vous avez à la fois, je dirais, le grand récit de la France et même au-delà de notre imaginaire. Et puis si je vous conseillais un roman, je vous inviterais sans doute à lire Les Trois Mousquetaires. Parce que vous avez là une partie de l'histoire de France, mais vous avez surtout l'esprit chevaleresque qui va avec la France. Et puis, s'il fallait une pièce de théâtre, je vous dirais de lire Molière, à coup sûr, et la Comédie Française d'ailleurs, qui en est héritière, est avec nous dans cette délégation. Et de Molière, c'est très difficile de vous en conseiller une, mais je vous conseillerais peut-être Le Misanthrope. Parce qu'elle est à la fois une belle description de ce qu'a été, de ce qu'est le système de pouvoir dans la France, et nous avons parfois des similitudes, mais de ce qu'est l'importance de l'âme humaine, de sa singularité, et du refus de céder parfois aux lois du collectif. Voilà les trois auteurs et les trois œuvres. J'ai un peu triché, mais j'ai pris un poète, un romancier et un dramaturge. Et merci, monsieur, pour son partage. Et merci à ces étudiants pour sa question. Et ensuite... Cher Monsieur le Président, je suis une étudiante en biologie. Donc, j'ai bien apprécié votre discours. L'Université du Sichuan a déjà établi des projets de recherche de coopération avec Paris Sciences Po, INALCO, Paris Nanterre et d'autres universités françaises. Et, Monsieur le Président, est-ce que vous pensez à l'avenir, plus de programmes d'échange de formation conjointe et de programmes de stage seront mis en place entre les établissements d'enseignement supérieur de deux pays afin de favoriser la formation des jeunes talents internationaux? Et puis, quels sont les domaines, d'après vous, que les universités pourraient approfondir leur coopération dans le but de promouvoir cette formation de jeunes talents internationaux? Merci. Merci beaucoup. Comme je vous l'ai dit, notre ambition, c'est d'aller en effet beaucoup plus loin, de continuer les échanges d'étudiants, mais également les échanges de doctorants et de post-doc, et d'avoir beaucoup de projets de recherche. Et je pense que c'est très important parce que, surtout dans votre domaine, je pense qu'il y a un petit risque de fragmentation du monde, pour se parler franchement. Il y a eu un avant et un après Covid, et on l'a vu. Et je vais ici vous parler très franchement, il y a eu une tension qui s'est jouée, y compris au sein de l'Organisation mondiale de la santé, et il y a une très forte tension entre la Chine et les États-Unis sur la question de la santé. Or, nos instances onusiennes, elles appartiennent à tout le monde. Et il faut qu'il y ait les Européens, évidemment tous les continents, les Chinois et les Américains qui y soient présents. Et donc, nous voulons veiller à ce que tout le monde continue de coopérer,
Parce que dans tous ces domaines, dont le vôtre, on a besoin d'une science, et je veux insister sur ce point, libre et ouverte. Et on vit un moment qui est très dangereux. Parce que il y a en fait 6-7 ans de cela, c'était mon premier mandat pour ma part, vous étiez pas encore étudiant, mais vous étiez déjà en âge de connaître tout ça, personne n'osait remettre en cause l'idée d'une science libre et ouverte. Et au fond, à partir du Covid et ensuite, il faut bien dire que les deux principales puissances économiques et scientifiques sont venues un peu bousculer cet ordre établi. Et on s'est mis à moins partager de publications avec l'OMS et avec les partenaires en matière de santé, parfois même ici, ce qui n'est pas une bonne chose. Quand je dis ici, ce n'est pas dans votre université, c'est en Chine. Et on s'est mis aux États-Unis à faire un peu pareil et à dire on n'a plus le droit de venir chercher sur telle ou telle chose. Le mot climat ou le mot diversité ne doit plus faire partie des programmes de recherche. Je pense que c'est une vraie erreur. Je pense que le trésor qui est le nôtre, c'est celui d'une connaissance universelle, d'échange, et cette connaissance n'appartient à personne. Et elle se fertilise par le fait que des esprits vont pouvoir, peut-être ici, dans le fin fond du Sichuan, échanger avec quelqu'un au tréfonds de la Californie, avec une université à Paris ou à Grenoble, et ensemble concevoir un programme de recherche, parce qu'ils parleront de la même discipline et ils échangeront de manière libre en tant que chercheurs, en tant qu'amoureux de la connaissance humaine. Et donc ça, c'est la plus belle des libertés. Et en fait, nous ne sommes toutes et tous véritablement libres que si on est libre de connaître et que si cette connaissance est échangée. Et donc, c'est pas au gouvernement de décider on peut piloter de la recherche, on peut dire notre priorité est là ou là. J'ai donné quelques-unes des priorités qui sont les nôtres. Mais il faut chérir la liberté académique, la liberté d'enseignement, la liberté de recherche, parce qu'elle est fondamentale et elle permet en fait aux gens qui savent et qui cherchent de choisir en quelque sorte de continuer d'étendre cette connaissance libre. Et c'est comme ça que depuis des siècles nous avons avancé. Je me permets d'insister sur ce point parce qu'il ne faut pas le perdre de vue et que ces dernières années, collectivement, parfois on a régressé sur ce sujet. Donc ne cédons pas en quelque sorte aux sirènes des interdits. En matière de connaissance, il n'y a pas d'interdit. Il faut connaître. Et il faut avoir cette soif de connaître et cet enthousiasme de connaître. Et il faut chérir la liberté académique. Dans votre domaine, je voudrais insister sur un point, c'est l'interdisciplinarité. C'est formidable qu'un étudiant en biologie dise « j'ai eu un programme avec l'INALCO ». On a compris quelque chose, en particulier au moment du Covid, et on l'a bâti, la France a contribué à pousser cet agenda avec l'Organisation mondiale de la santé et d'autres. On a bâti une stratégie qu'on a appelée One Health, une santé. Et au fond, on a compris que la santé humaine n'était pas séparable de l'environnement, de la santé animale, mais aussi de la compréhension du fonctionnement des écosystèmes. Elle a dit au fond, en même temps que notre connaissance avance, on a tendance à se spécialiser. Et vous le verrez à travers les années, vous irez vers des sujets d'études de plus en plus pointus et peut-être que vous irez vers des disciplines de plus en plus pointues. En même temps qu'on se spécialise, on a besoin toujours de remettre de l'interdisciplinarité, c'est-à-dire du dialogue avec les autres disciplines. Et ça aussi, vraiment, je vous conseille de toujours le garder et le chérir. Et si on veut, en biologie, continuer d'avancer, il faut absolument que les meilleurs biologistes, et toutes les disciplines qui les accompagnent, continuent d'échanger avec les spécialistes de l'environnement, du climat et des écosystèmes, parce qu'on s'est aperçu, par exemple, que c'est les spécialistes de la virologie ou de la microbiologie qui avaient compris que les interconnexions avec les écosystèmes pouvaient révéler telle ou telle maladie. Je le dis avec mes mots, moi je ne suis pas du tout un spécialiste, j'essaie de comprendre les choses telles qu'elles vont. Mais de la même manière qu'il y avait des passerelles entre les maladies qu'on avait au sein de l'espèce humaine, des virus, et au sein des espèces animales. Et donc la compréhension en effet de l'animal, de l'écosystème, du climat et de l'humain sont inséparables. L'interdisciplinarité. Et donc là-dessus aussi, on va continuer d'avoir ces programmes. La France pousse cet agenda One Health, nous le poussons à l'Organisation mondiale de la santé, et nous tiendrons à Lyon, le 7 avril prochain,
un sommet One Health, et d'ailleurs si vous êtes étudiant de biologie, vous y êtes invité, pour pouvoir avancer sur cet agenda et avoir beaucoup de coopération de recherche, entre autres avec la Chine. 好，感谢总统先生的精彩分享，也感谢那边那位同学。 Merci, monsieur, pour votre partage et merci à l'étudiant pour votre question. Voilà, une nouvelle question. 尊敬的总统先生，您好，我是四川大学华西口腔医学院。 Monsieur, bonjour, je viens de la faculté de médecine dentaire. Vous savez que la devise de l'université du Sichuan, c'est l'océan est immense car il accueille 100 rivières. Cela incarne un esprit d'ouverture et d'inclusion. Et en cette nouvelle ère, cet esprit semble indispensable pour une coopération plus étroite entre les jeunes chinois et français. Donc, quels sont les conseils et propositions que vous donneriez aux jeunes de nos deux pays pour nous aider à forger des liens de confiance plus durables, pour faire ainsi contribuer notre contribution à l'avancement des relations bilatérales et à l'échange de l'apprentissage mutuel entre nos deux civilisations? Je ne vais pas redire ce que j'ai déjà dit, mais d'abord, de nous connaître et d'apprendre nos langues, au maximum nos cultures, nos civilisations, mais nous connaître. Et je le disais, je pense que le piège dans le monde où nous vivons, c'est que parce qu'on est interconnecté en permanence et qu'on voit telle ou telle chose, on a l'impression de connaître. Mais c'est très superficiel. On voit une vidéo, on voit quelques messages. Et donc je pense que prendre le temps de connaître nos cultures, nos civilisations, nos langues est très important. Et d'en apprendre plusieurs, d'en connaître plusieurs pour cheminer dans ce monde. La deuxième chose, c'est, je pense, les échanges humains et le voyage. Et c'est vrai que le monde s'est un peu bloqué durant ces années de Covid. Et je pense que c'est pas parce qu'il y a des moyens aujourd'hui virtuels d'échanger qu'elle dispense de voyager, d'aller connaître, de passer du temps, d'aller étudier, d'aller travailler dans nos pays. Et en vérité, si je pouvais, au-delà de ce que j'ai déjà dit depuis tout à l'heure sur l'esprit de coopération, les initiatives communes, je suis frappé, moi, c'est sans doute vrai déjà pour la génération à laquelle j'appartenais, mais je suis très vieux pour vous. Mais pour vos générations, mon conseil, ce serait ennuyez-vous et acceptez de vous perdre. Parce que vous êtes quand même dans un monde et à un moment où il y a une telle tyrannie de l'efficacité, du résultat, de la rapidité, qu'au fond, plus rien ne fixe, plus rien n'imprime. Et moi, j'ai appris les mots qui m'ont le plus marqué en me perdant dans un dictionnaire. Je pense que vous n'ouvrez plus un dictionnaire, vous allez chercher des mots sur les réseaux sociaux. Parce que dans un dictionnaire, on se perd entre les pages. C'est pareil quand on visite un autre pays, on se perd dans les rues. Et on se livre au hasard. Et c'est une chance. Et donc si j'avais en fait un conseil pour vos générations, qui sont tellement soumises à cette pression du résultat, de l'efficacité, de l'immédiateté, ennuyez-vous et perdez-vous. Parce que vous verrez que ce sera votre chance. Je vous parle très sérieusement. 好，感谢总统先生的分享。好，我们最后一个问题啊，看哪边儿？那边那位男同学。 Bonjour Monsieur le Président. La filière de français de l'Université du Sichuan a pour origine l'école sino-française fondée en 1896. Depuis plus d'un siècle, elle a formé de nombreux professionnels polyvalents maîtrisant à la fois les langues et la culture chinoise et française. Aujourd'hui, avec le développement rapide de l'IA, la formation des talents est confrontée à de nouvelles opportunités et à de nouveaux défis. À votre avis, donc, comment la formation actuelle des talents devrait-elle répondre aux défis engendrés par les mutations technologiques? Merci.
Merci beaucoup. D'abord, vous avez raison de dire que notre estime, notre amitié réciproque vient de très loin et repose sur des institutions de part et d'autre qui sont souvent multiséculaires, mais aussi des grands noms, des destins de femmes et d'hommes qui ont consacré leur vie à la compréhension de l'autre. Et c'est la plus belle preuve d'amour. Ici, dans la délégation qui m'accompagne, vous avez plusieurs très grands esprits, grands scientifiques, grands talents, femmes et hommes de lettres, de culture, qui ont passé et passent leur vie à comprendre la langue, la civilisation chinoise, avec beaucoup d'humilité, et c'est vrai aussi de votre côté. Ça restera, et c'est une chance inouïe. C'est-à-dire le don de soi, la générosité, l'amour de la matière, de cette connaissance que j'évoquais tout à l'heure, la machine ne peut pas le remplacer. Alors l'intelligence artificielle qui émerge, qui est là avec nous, qu'est-ce que c'est? Parce qu'elle nourrit beaucoup de fantasmes. C'est une machine apprenante. C'est ça l'intelligence artificielle. C'est-à-dire c'est une machine apprenante à laquelle on donne des capacités de calcul croissantes et qui donc fait des choses extraordinaires qui sont en train de dépasser l'esprit humain. Alors il y en a certaines, elles nous impressionnent beaucoup parce qu'elles sont un peu anthropomorphiques, c'est-à-dire elles nous ressemblent. C'est les fameux modèles de langage qu'on connaît tous. DeepSeek ici, le chat c'est nous, je fais de la pub. Nous on a aussi un grand champion des LLM qui est Mistral AI en France, qui a le chat, et donc pour tous ceux qui apprennent le français, et même ceux qui ne l'apprennent pas, téléchargez le chat. C'est super. C'est un très bon modèle de LLM. Je fais de la publicité pour française, mais c'est un grand champion français européen. Mais qu'est-ce que c'est au fond? C'est un super calculateur qui a lu plein de livres. C'est exactement ça, ces modèles-là. Et on a l'impression qu'il nous parle, mais il ne maîtrise pas une langue. Il maîtrise des équations, une capacité à émettre du langage, comme des signes, en répliquant des choses qu'il a absorbées et des centaines de millions, même plus, de livres qu'il a lus. C'est ça. Et donc d'abord, je dis toujours, ces modèles larges de langage, c'est une ode à la lecture. C'est juste quelqu'un qui a beaucoup de capacité de calcul, qui s'est enfermé pendant des jours et des nuits pour absorber le maximum de livres de la civilisation. Donc vous voyez que ça sert à quelque chose. L'intelligence artificielle, on doit l'utiliser pour la pédagogie contemporaine. Et je pense, je livre là juste quelques débuts de conviction, il faut l'utiliser de deux manières. La première, elle ne se substitue pas à l'apprentissage. Et c'est le grand risque, c'est de se dire, on a sous la main des choses qui savent pour moi, et donc je n'ai plus qu'à savoir utiliser ces outils, j'ai plus besoin d'apprendre. C'est faux. Le cerveau, c'est un muscle. C'est un muscle. Et donc, on a besoin, pour pouvoir évoluer, juger, et même pour avoir de l'esprit critique, comprendre le monde, le mettre en doute, on a besoin d'acquérir des connaissances, et un maximum de connaissances, et en même temps d'esprit critique. Et donc, je pense que la formation classique, qui existe et qui est très forte dans nos deux pays, celle qui consiste à avoir un socle de connaissances extrêmement large, enracinée, et en même temps celle qui repose aussi sur la capacité à avoir un esprit critique, et donc remettre en cause ses connaissances et acquérir une discipline, une méthode de doute, de capacité à les interroger, à interroger nos connaissances pour acquérir d'autres connaissances et avoir une discipline, en quelque sorte, de la construction scientifique. Il faut absolument continuer de les inculquer, de les transmettre. On en a besoin. Et l'intelligence artificielle n'y change rien. Par contre, l'intelligence artificielle peut permettre d'accélérer et d'améliorer ces transmissions, en particulier parce que on voit bien que pour mieux former, parfois il faut accompagner de manière plus individuelle. Et il peut y avoir au fond une forme de tuteur, de mentor individuel avec l'IA qui accompagne l'enfant, l'adolescent, puis l'étudiant dans son apprentissage. Et donc je crois qu'on a toujours besoin de transmettre des connaissances, on a toujours besoin d'acquérir de l'esprit critique, on aura toujours besoin des maîtres. Simplement, ils vont pouvoir maintenant s'accompagner de soutien, en quelque sorte, de tuteurs avec l'intelligence artificielle qui permettra à chacun de continuer le cours, de continuer l'apprentissage avec un partenaire d'apprentissage plus adapté, plus personnalisé.
C'est d'ailleurs quelque chose qu'on travaille, et je sais que vous le travaillez aussi. En France, avec le Collège de France, on a des programmes sur l'apprentissage des mathématiques, par exemple, ou d'autres disciplines. Et il y a plusieurs autres laboratoires de recherche et universités qui sont embarqués dans cette méthode pédagogique nouvelle qui, au fond, vient la compléter. Voilà, je parle là sous le contrôle des ministres et des sachants, parce qu'il y a beaucoup de présidentes et présidents d'institutions. Mais voilà un peu comment je vois les choses avec l'IA. Donc c'est une formidable révolution. Et au fond, l'intelligence artificielle, ça nous renvoie à un humanisme de la Renaissance et chez nous, les préceptes qui prévalaient. C'est une révolution scientifique, mais science sans conscience n'est que ruine de l'homme. Et donc on a toujours besoin d'avoir cette conscience et de mettre cette science au service d'une certaine idée de l'humanité, la nôtre. 好，感谢总统先生的分享。 Merci pour le partage de Monsieur le Président et merci à ces étudiants. 我们的交流 À cause du temps, alors nous sommes obligés d'arrêter là. Alors je vous propose d'applaudir chaleureusement pour son partage très sincère. Monsieur le Président, veuillez. Question, si vous voulez. Une dernière. 啊，好。 Parce qu'après, nous allons voir les équipes de ping-pong, je crois, avant de partir. Donc, avant le ping-pong, une dernière question. 看一下 Là-bas. 哪里？啊，画。 总统先生你好，非常荣幸也没有机会获得这个宝贵机会。我没有声音。那我也不问其他的，我只想问一下您在中国这几天在成都 Je voudrais savoir 哪些有趣的 quels sont les endroits où vous êtes allé à Chengdu qui sont intéressants et quels sont les souvenirs qui vous ont marqué. 请您向我们推荐一些法国好玩的地方，我们有机会过 Si 去 vous pouvez nous présenter des beaux endroits en France, on pourrait aller. J'ai raté la fin de la traduction, si vous pouvez me... Est-ce que l'interprète peut me remettre... Elle voudrait savoir quel... Là, je vous pose si ça passe bien pour votre séjour en Chine ce jour-là. Et puis, si vous avez quelques recommandations pour les lieux, quand un jour on va la possibilité d'aller en France pour faire la visite. Merci de votre recommandation. Merci beaucoup. Non, c'était magnifique. Vous savez, le problème, c'est que c'est toujours trop rapide en ce qui me concerne. Donc, voilà, j'étais avec votre président tout à l'heure à Zhongyan et c'était absolument superbe de voir ce travail d'irrigation et ce magnifique barrage. Et je suis heureux, moi, d'être là avec vous. Et chaque fois que je suis venu en Chine, durant mes 4 visites d'État, j'ai essayé à chaque fois d'aller dans un lieu différent. Aujourd'hui, dans le Sichuan avec vous, je suis allé à Xi'an dans ma première visite. Et donc, j'essaie d'avoir voilà, une vision un peu plus riche de votre pays. Mais je le dis avec beaucoup de modestie, il faut toujours... Le bon voyage, c'est celui où on part avec le désir de revenir en se disant qu'on n'a rien vu. C'est exactement mon cas. Alors, pour ce qui est de vous, ce serait très difficile de vous recommander un seul lieu en France. Mais évidemment, Paris vous tend les bras et c'est une cité-monde dans laquelle vous pourrez vous perdre. J'ai emmené votre président dans un endroit qui m'est cher, ce sont les Hautes-Pyrénées. Et je crois qu'il a gardé un bon souvenir du col du Tourmalet en bas du pic du Midi. Comme ça, vous verrez un peu des montagnes françaises. Et ce sont des paysages qui vous sont familiers. Mais donc, je vous conseillerais d'aller à Paris, évidemment, de vous perdre dans les musées. Vous avez là plein des directrices et directeurs et présidentes et présidents de musées français les plus beaux. D'aller dans les Pyrénées qui me sont chères pour voir un peu de la montagne. Aller peut-être en Normandie, parce que vous verrez les paysages des impressionnistes et de nos peintres qui sont tellement aimés, une lumière unique.
Et puis perdez-vous après sur les rives de la Méditerranée. J'avais emmené le président Xi Jinping à Beaulieu-sur-Mer, à la Villa Kyrillos, en 2019. C'était magnifique. Et donc aller sur ces rives de la Méditerranée aussi. Une fois que j'ai dit ça, le problème que vous m'avez posé, c'est que je ne me suis fait que des ennemis dans toutes les régions que je n'ai pas citées. Et vous voyez, on me reproche déjà de ne pas avoir parlé les uns de la magnifique région du Cognac, les autres de la magnifique... Et donc, nous sommes en fait terriblement chauvins. La plus belle région, c'est celle d'où nous venons. Pour ma part, je suis moitié Picard, moitié Pyrénéen. Donc je vous dirais, allez voir la cathédrale d'Amiens et le pic du Midi. Mais acceptez de perdre du temps en France, et comme je le disais à votre consoeur, de vous perdre, de perdre du temps, de vous abandonner au paysage et rester un peu. Restez un peu. Merci à son Excellence, Monsieur le Président. Merci pour avoir donné encore une question à nos étudiants. 尊敬的总统阁下，可以为我们全体川大学生在留言本上留一份言吗？有个留言本。Donc, alors, Nous sommes vraiment très émus. Un petit mot dans notre livre d'or. un petit mot de- En même temps, je peux prendre une deuxième question. 与此同时，总统先生愿意接受第二个问题。好，感谢总统阁下。 Merci beaucoup, Monsieur le Président. 哎，给大家展示一下。 Je vous montre à tous ce que le Président a écrit. 好，哦。 Monsieur le Président, ça me fait très grand plaisir de vous voir ici aujourd'hui. Et en fait, moi, je fais partie de l'équipe qui vous accueille, en fait, qui fait partie de l'équipe du protocole. Et c'est un grand honneur pour moi de parler le français, surtout avec vous. J'ai une question, une dernière, je vous promets. C'est que, en fait, moi, j'ai appris longtemps le français. J'ai passé aussi un examen de traduction orale, en Chine. C'est un certificat professionnel. Mais en fait, le comité a choisi toujours en fait vos allocutions, c'est-à-dire vos discours. Et c'est très intéressant. Mais de toute façon, moi, j'ai déjà passé le niveau 2, mais j'ai pas encore réussi à le niveau 1. Et parce que après des analyses de vos discours, c'est assez sophistiqué et compliqué. Et j'aimerais bien savoir en fait comment on peut en quelque sorte comprendre la structure ou bien le syntaxe de vos discours pour mieux réussir l'examen de traduction orale. Merci beaucoup. Alors là, vous... D'abord, merci beaucoup pour votre français et merci d'avoir, en ce qui me concerne donc, ce double investissement de la compréhension de l'amour de notre langue, de notre civilisation, et en plus d'accepter de vous perdre dans mes propres discours. Je vous suis très reconnaissant de cela. Écoutez,
je prétendrai pas dire qu'il y a toujours la même structure et la même approche, mais je crois pouvoir dire que l'esprit français structure souvent son propos à travers une thèse, une antithèse et une synthèse. C'est comme ça que nous sommes plutôt faits. Et donc il y a souvent un mouvement ternaire dans la manière de structurer le propos pour essayer d'avoir une approche qu'on appelle dialectique. Et donc de prendre une thèse du départ, d'aller chercher son antithèse pour comprendre ce en quoi elle enrichit le propos et de finir avec une synthèse qui permet normalement d'avoir cheminé, d'avoir fait progresser la pensée. Ça ne veut pas dire que tous les discours suivent ce même raisonnement, mais en tout cas c'est quelque chose qui est peut-être moins naturel dans les structures de pensée qui sont les vôtres ou les méthodes d'enseignement, mais qui prévaut, je crois, dans une partie des discours que j'ai pu faire. Voilà. Ça m'a déjà bien aidé, c'est un grand aide. Vous êtes trop indulgent. Bien, mesdames et messieurs, je crois que le temps est venu de devoir vous quitter. Et vraiment, en partant, je voulais vous dire, d'abord, l'immense honneur ça a été pour moi-même et ma délégation d'être avec vous. Pour remercier Monsieur le Président, sa visite à l'Université de Sichuan, j'invite Monsieur Gan Ling lui offre un petit souvenir de notre université et prendre une photo. Voilà, ceci est l'anthologie des collections du musée de l'Université de Sichuan. C'est une série qui réunit les pièces représentatives du musée de l'Université de Sichuan. Donc, ça couvre les quatre catégories, voilà, telles que les peintures, la calligraphie, la porcelaine, le sceau, les monnaies, les ombres chinoises et l'art du bouddhisme tibétain. Donc, chers amis, chers collègues, chers étudiants, la rencontre va se terminer. Je invite tout le monde à vous lever pour applaudir et saluer le départ de Monsieur le Président. Merci beaucoup. Merci, mesdames et messieurs. Et je vous redis, vous êtes les bienvenus en France. Quand vous voulez, dans la discipline que vous voudrez, la France vous ouvre ses bras et vous attend. Merci beaucoup.